Et c'est Elie Gébert, effectivement, qui est passé en tête donc au sommet de cette première difficulté de la journée. Voici la ville de Dôme. Voilà, qui est une bastide, hein, voilà ce qu'on appelle une bastide. On en verra d'autres demain, bien entendu. Ces bastides, ces places fortifiées avec des rues à angle droit, comme vous pouvez le voir, et des murs tout autour. Celle-ci n'a pas tout à fait le plan classique carré ou rectangulaire. Elle est, disons, légèrement trapézoïdale, la bastide de Dôme. Et cette porte des tours avec ses murailles a vu emprisonner au moment de l'arrestation des Templiers, quand le roi Philippe le Bel a fait arrêter tous les Templiers du royaume le même matin, c'était assez extraordinaire, en 1307, eh bien 70 Templiers ont été emprisonnés ici et ils ont laissé des graffitis, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on voit toutes sortes de scènes qui ont été gravées par ces Templiers et notamment pas mal d'insultes à l'égard du roi Philippe et du pape Clément, considéré par les Templiers comme son complice dans cette mauvaise affaire. Et quel a été leur sort après avoir été emprisonnés? Vous savez bien que pour une grande partie d'entre eux, ils ont été exécutés, y compris le grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay, qui a été brûlé à la pointe de l'île de la Cité à Paris. Regardez, Franck, elle est là, cette fameuse porte. Voilà la porte, là, justement. La porte des tours. Remarquez, c'est un bon moyen de tester l'opinion de la population avant un projet comme celui-là, hein, le 1er avril. C'est-à-dire qu'après, la population, elle accepte tout, une fois qu'on lui dit que la porte restera en place. Allez, le coureur du peloton, donc au sommet de la côte de Dôme, une nouvelle curiosité aujourd'hui, une nouvelle richesse patrimoniale sur le parcours de cette étape. De l'autre côté, à l'autre extrémité de la Bastide, il y a la porte d'Elbos qui justement a fait l'objet en 1912 de grosses modifications pour permettre le passage des canulars, ce qui rend crédible le fameux canular. Oui, mais c'est vrai qu'il n'est pas cette porte. Non, mais elle est même obligé de ralentir d'ailleurs parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Tout le monde ne s'engouffrera pas en même temps, ça c'est certain. Le peloton et les coureurs et les véhicules suiveurs, c'est pas un problème, mais la caravane publicitaire, peut-être qu'elle a dû être déviée. Elle a été déviée. Elle a été déviée 4 km avant le passage donc dans la ville de Dôme. Logiquement. Parce que la caravane ne peut pas passer partout. Elle passe pas dans la porte. Non. C'est pour ça qu'ils voulaient la démonter. C'était pour la caravane en fait. C'était pour les cadeaux. Donc pas de cadeau pour le public massé dans les rues de la Bastide de Dôme malheureusement. Nous on va marquer une petite pause publicitaire et on revient tout de suite sur la route du Tour de France avec toujours deux hommes à l'avant, on le rappelle, Johan Offredo et Elie Gébert. A tout de suite. Le Tour de France avec Chris, opticien officiel. Allez, retour sur la route du Tour de France avec cette étape 100% Dordogne. La traversée des Périgord, le blanc, le noir, le pourpre avec l'arrivée à Bergerac. Donc au bout de 178 km, deux hommes à l'avant. Johan Offredo pour l'équipe Wanty Groupe Gobert et Elie Gébert. Mais on a presque l'impression qu'aujourd'hui, mon cher Franck, la course n'est qu'un prétexte. Vous avez vu ça? On a même aperçu la Roque Gajac. Là, on a vu un petit aperçu rapide et toujours le cours de cette Dordogne qui, comme vous le voyez, a creusé la falaise. C'est très spectaculaire, évidemment, d'avoir cette espèce de mur calcaire auquel s'accrochent comme ça quelques arbres. On navigue aujourd'hui sur la Dordogne, comme vous pouvez le voir. Hein. Joli fleuve, la Dordogne. Je vous disais tout à l'heure, un peu moins de 500 km, 483 km. Elle est constituée de deux petits ruisseaux, tout à fait à l'origine. L'un s'appelle la Dor et l'autre s'appelle la Dogne. Alors vous allez me dire, c'est pour ça qu'on appelle la Dordogne de cette manière. Eh bien non. En fait, c'est une autre racine. C'est un pur hasard, cette affaire. La Dordogne qui ira confluer au bec d'Ambès, bien sûr, avec la Garonne pour constituer cet estuaire magnifique. Estuaire de la Gironde, sur les bords de laquelle nous nous sommes reposés hier après-midi. Et les hommes de tête vont bientôt entrer dans les 70 derniers kilomètres. C'est peut-être l'occasion de saluer une nouvelle fois Cédric Vasseur. On ne vous oublie pas, Cédric, à l'avant de la course. Comment ça se passe avec les deux hommes de tête? Eh bien, ça se passe très bien. C'est un régal pour les yeux ici derrière les deux hommes de tête. J'en ai plein les yeux depuis le départ. Vraiment une région magnifique.
sous le soleil en plus, puisque le soleil depuis un bon moment a fait son apparition et il faisait gris au C'est la départ faute à Voltaire. de Périgueux ce midi, et là ça y est, il fait beau et ça s'entend plutôt bien. Élie Gébert connaît parfaitement ses routes puisqu'il a remporté l'an dernier le Tour de Dordogne. Il a remporté, il me semble, aussi 2 étapes, donc c'est une région qui lui réussit bien. Et Johan Fredo, tout à l'heure, nous a fait un petit clin d'œil, c'est-à-dire que pour l'instant, les 2 hommes de tête ne sont qu'à 70% de leurs moyens. Le vrai bras de fer avec le peloton n'a pas encore commencé, même si les équipiers de sprinters ont rapproché ce peloton de la tête de course. L'écart qui est monté jusqu'à 5 minutes 30 en faveur des 2 hommes de tête. Et ça fait du bien de retrouver un Romain Bardet serein au sein de ce peloton avec pas loin de lui le champion d'Italie, Fabio Aru, qui a troqué son maillot à poids de meilleur grimpeur pour son maillot de champion national. Mais désormais, ses objectifs, bien évidemment, sont plus élevés que les simples poids du maillot de meilleur grimpeur. Il vise le général et il est bien placé, Fabio Aru, puisqu'il est désormais le danger le plus menaçant pour Christopher Froome, 2e du général, à 18 secondes seulement du triple vainqueur du Tour de France. Magnifique, ce château de la Malarterie, donc à la Roque-Gajac, juste à la sortie en tout cas de la Roque-Gajac, des fondations du XIIe siècle comme souvent, mais là encore c'est au XIXe siècle qu'il a pris cette allure assez spectaculaire sous la houlette d'un ambassadeur de France en Angleterre, le marquis ou le comte, non le comte de Saint-Aulaire, qui a laissé par ailleurs des mémoires passionnants et très amusants. Il y a eu un drame, on peut le dire, à la Roque-Gajac en 2010, puisqu'un rocher de quelques 320 tonnes a menacé de chuter sur le village. Et il a fallu à l'époque fermer la route départementale pendant plusieurs semaines. Regardez, avec le fort troglodytique, et puis on aperçoit l'église, là on passe juste au pied de l'église Saint-Donat. Et ici, Il y a aussi l'église Notre-Dame. On a refait la route, hein, elle a été élargie. Oui, elle est toute neuve, toute belle. Merci Franck. En tout cas, Laurent Jalabert, Marie Rousse et moi-même sommes ravis d'être vos invités aujourd'hui. N'est-ce pas? Sur France Soyez les Télévisions. bienvenus. Merci beaucoup. C'est la vie de château. Ouais, ça complètement. C'est la vie de château. Au pluriel. Parcours magnifique aujourd'hui sur cette étape, donc 100% Dordogne entre Périgueux et Bergerac. On va bien sûr s'intéresser également à la partie sportive parce que du sport il va y en avoir. Hein, Marion et Laurent dans le final, 68 km encore à accomplir sur la route du Tour de France et on attend une arrivée au sprint. Encore faudra-t-il pour cela revenir sur les 2 hommes de tête qui ouvrent la route depuis plus de 100 km maintenant. Élie Gébert et Johan Fredo, 2 néophytes, 2 garçons qui découvrent le Tour de France. Et Johan Fredo qui viendra justement nous parler de sa passion toute récente pour le Tour. Parce que lorsqu'il était dans les rangs de la FDJ, Johan Fredo ne souhaitait pas courir le Tour de France. C'était plutôt un homme tourné vers les classiques. Et bien désormais, à 31 ans, il découvre le Tour. Il sera l'invité de Laurent Luyat sur le plateau de Vélo Club juste après l'arrivée de l'étape ici à Bergerac. On voit se profiler le somptueux château de Bénac. Vous avez vu la splendeur de cet édifice qui lui aussi domine complètement la vallée. Nous allons nous trouver à ses pieds dans un instant. Ça pourrait bien être Marquessac qu'on voit là. Très très beau jardin. Oui, c'est ça le château de Marquessac avec ses jardins en espalier absolument magnifiques. Alors je disais, Johan Fredo, donc qui sera l'invité de Laurent Luyat sur le plateau de Vélo Club. Il y aura un autre invité, un cycliste également et pas n'importe lequel. C'est Warren Barguil, le porteur du maillot à pois, avec lequel bien sûr nous reviendrons sur la fabuleuse étape dimanche qui a été suivie par des millions de téléspectateurs. Vous étiez 7 millions à l'arrivée de l'étape devant France 2. Warren Barguil qui sera donc présent également sur le plateau de Vélo Club. Vous avez vu la taille inouïe de ces jardins? Si ça mérite vraiment son label de jardin remarquable. Hein. Les jardins du château de Marquessac qui sont un véritable paradis pour les taupières.
Et donc ce château de Bennac, où avait été tourné le film Le Capitan, vous savez, le film d'André Hunebelle, Le Capitan, 1960 avec Jean Marais. Château fort du XIIe siècle, magnifique, son donjon médiéval et une vue incroyable sur cette vallée des 5 châteaux, on les voit tous là en enfilade, 150 mètres au-dessus de la Dordogne et du village de Bennac et Cazenac, un des plus beaux villages de France. C'est bien l'état médiéval qui a été ici conservé. Alors bien sûr, une grande histoire pour ce château de Bennac, puisque des gens comme Richard Cœur de Lion, Simon de Montfort, un grand nombre de guerriers du Moyen-Âge s'y sont retrouvés. Et on raconte que parfois encore, au cœur de la forteresse, résonne l'écho de ces batailles de la guerre de 100 ans. Assez spectaculaire tout de même ce que nous avons là sous les yeux. On parlait du Capitan d'André Hunebelle, mais on a tourné ici plusieurs films. De Gaston Phébus, La fille de D'Artagnan dont je vous parlais tout à l'heure, et même Les Visiteurs 2 de Jean-Marie Poiret. Les lieux en tant que tels sont spectaculaires, mais évidemment le site dans lequel s'inscrit l'architecture est tout simplement inouï. Ce qui s'appelle avoir une vue imprenable. Et donc ces parois, le surplomb de la vallée, splendeur de ces tours d'angle, de ces belles tours carrées à Machicoulis, la bretèche, les échauguettes, très jolie toiture aussi. Tout ça est vraiment splendide. Château de Bennac, qui verrouille d'une certaine manière la vallée, et ce depuis le début du XIIe siècle. En tête du peloton avec l'apparition d'un coéquipier maintenant de Nasser Boigny également, qui vient collaborer à la Cofidis, a des ambitions aujourd'hui avec son sprinter. On a pas mal de sprinteurs, revanchards, on le rappelle, sur 4 sprints disputés, 3 victoires ont été remportées par Marcel Kittel et une autre par Arnaud Démare. Donc forcément, les Alexander Christophe, les Nasser Boigny, mais encore les André Greipel sont forcément revanchards et la veulent aussi, leur victoire d'étape. Oui, on pense à un garçon, vous faites bien d'en parler, Marion, comme Alexander Christophe, le Norvégien, qui est toujours à la recherche d'une première victoire sur le Tour depuis 2014, année où il avait gagné 2 étapes, à Nîmes et à Saint-Étienne. Alexander Christophe, qui se rapproche du but, deuxième à Vittel, derrière Arnaud Démare, et 2 fois quatrième depuis le début de ce Tour 2017. Il sera l'un des prétendants à la victoire, et quand on a vu Edvald Boassenhagen venir titiller Marcel Kittel jusque dans les derniers centimètres de l'étape de Nuit-Saint-Georges, on se dit qu'effectivement, un garçon comme Christophe est capable de gagner. Sprint très ouvert, même s'il y aura un immense favori, bien sûr, Marcel Kittel. L'approche de ce sprint, on en reparlera en temps voulu, bien sûr, avec Laurent Jalabert, parce qu'on a un dernier kilomètre tout de même avec 2 virages à angle droit dans les 800 derniers mètres. Oui, ça devra arriver bien étiré ici. Au terme d'une étape toute plate, ça va forcément aller vite le final, mais ça va frotter, c'est sûr. Et voilà le château de Castelnau, qui domine Castelnau-la-Chapelle, encore un des plus beaux villages de France. On en a ici un certain nombre, évidemment. Le donjon est à cheval sur l'enceinte. Vous voyez que tout ça épouse le profil de l'éperon. Avec ici un musée de la guerre au Moyen-Âge, qui a été ouvert en 1985 dans les salles du logis seigneurial.
On ne parle pas beaucoup de ce qui se passe dans ces châteaux. Bien sûr, nous voyons, nous, l'architecture, mais il faut dire que tous ces châteaux sont somptueux. Tout à l'heure, à Bénac, vous aviez la salle des gardes, la salle des États du Périgord, etc., qui méritent absolument d'être visitées. Il ne faut pas se contenter de les regarder d'en bas. Il faut monter, entrer et visiter, bien sûr. Et vous avez la possibilité, bien sûr, de jouer au grand jeu de la combativité. 15 000 € à gagner cette semaine jusqu'à dimanche, donc à l'occasion de cette deuxième semaine de course sur le Tour de France. Pour cela, il vous suffit de répondre à la question suivante. Quel coureur français porte le maillot à pois rouge de meilleur grimpeur? Réponse 1, Warren Barguil. Réponse 2, Romain Bardet. Vous envoyez par SMS 1 ou 2 au 7 3003. Ou sinon vous appelez le 34 35. Et en fin de semaine, 15 000 € donc à gagner si vous souhaitez jouer à ce grand jeu de la combativité. Et on s'approche, en passant d'un château à l'autre, on s'approche du sprint intermédiaire, 5 km. Il y a des points intéressants pour le classement du maillot vert, même si Marcel Kittel est largement en tête. Michael Matthews, on l'a compris avant-hier, a encore des ambitions dans ce classement. Oui. Michael Matthews qui avait pris l'échappée avant-hier, effectivement, Laurent, sur la route de Chambéry. Alors que cette étape était peut-être la plus difficile du Tour de France 2017. Michael Matthews qui est deuxième au classement du maillot vert, 52 points de retard sur le leader, sur Marcel Kittel. Le sprint intermédiaire est situé à Saint-Cyprien, à 57 km de l'arrivée. C'est vrai, nous y serons donc dans 5 km, voilà, qui va bien agiter le peloton dans les kilomètres à venir. Et ça devrait normalement accélérer, au moins sous l'impulsion des coureurs de l'équipe Sunweb de Matthews. Et du coup, forcément, ça portera un peu préjudice aux deux échappés. On devrait perdre une trentaine de secondes. Là. On prépare du foie gras, vous avez vu. Un élevage. Voici justement Nairo Quintana, le Colombien, qui a lâché du lest dans la montée du Mont du Chat. Nairo Quintana qui sort du Tour d'Italie, bien sûr, dont il a pris la deuxième place derrière Tom Dumoulin, alors qu'il était en rose au matin de la dernière étape, ce contre-la-montre entre Monza et Milan, avant de s'incliner face à un meilleur rouleur que lui, donc sur les 30 derniers kilomètres de ce Tour d'Italie 2017. Nairo Quintana, assez passif pour l'instant, mais en tout cas il compose avec son physique du moment, qui n'est pas forcément bien sûr son meilleur actuellement. Nairo Quintana, on le retrouvera bien sûr dans la traversée des Pyrénées dans 2 jours, ou pas, selon Laurent Jalabert. On n'est pas très optimiste concernant le Colombien, je crois. C'est un excellent grimpeur, mais c'est vrai que sur le Tour de France, jusqu'à présent, on est assez souvent resté sur notre fin. L'année passée notamment, et puis cette année, il me semble qu'il est un peu émoussé, comme beaucoup de coureurs qui ont fait le Giro. Il semblerait que le doublé Giro Tour de France soit devenu impossible à réaliser avec succès. Bien sûr qu'on peut faire les deux, mais marcher sur le Giro et marcher sur le Tour, quand je veux dire marcher, c'est être compétitif et jouer les premiers rôles, ça semble vraiment compliqué aujourd'hui. Et vous savez chez qui nous sommes là? Évidemment. Joséphine. Mais oui, Joséphine Baker. Nous sommes au-dessus du château des Milandes, comme vous pouvez voir. Très belle demeure de la fin du XVe siècle, une demeure qui appartenait aux non-parts de Caumont, les non-parts de Caumont, famille de Lauzun. Et c'est ici donc que s'est installée Joséphine Baker. 1927, la revue des Folies Bergères, bien entendu. Elle est au Casino de Paris ensuite, pour la saison 30-31. Elle va devenir, mais vraiment, l'égérie de l'entre-deux-guerres, des années folles. Cette Joséphine Baker dont on ne voulait pas aux États-Unis parce qu'elle était noire et qui a été littéralement acclamée, accueillie à bras ouverts par le public français. Elle va s'en souvenir au moment de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez qu'elle est agent du contre-espionnage. Elle se mobilise pour la Croix-Rouge et elle va même s'engager dans les services secrets de la France libre, ce qui lui vaudra la médaille de la Résistance, bien entendu, au lendemain des hostilités, remise par le général de Gaulle en personne. Elle avait commencé à louer les Milandes ici en 1937. Elle achète la demeure 10 ans plus tard avec son mari Jo Bouillon. Et vous savez qu'elle va installer ici une 12aine d'enfants de toutes origines, des enfants qu'elle adopte, ce qu'elle appelait sa tribu arc-en-ciel. Sauf que la roue de la fortune tourne, si je puis dire. Et dans les années 1960, Joséphine a de gros problèmes financiers. En 1964,
Elle lance un appel pour sauver justement ce château des Milandes. Et Brigitte Bardot va lui faire un très important chèque pour l'aider. Mais ça ne suffira pas. Joséphine Baker va devoir céder la place aux Milandes. Vous savez que c'est la princesse Grace de Monaco qui l'accueillera dans un logement à Roquebrune où elle vivra jusqu'à la fin de sa vie. Elle meurt en 1975, Joséphine Baker, juste après avoir assuré 14 représentations d'une nouvelle revue à Bobino. Je me rappelle, moi, ça, l'extraordinaire cérémonie, ces obsèques qui passaient à travers la ville, à travers Paris. On est passé devant Bobino, il y avait encore sur la façade le nom de Joséphine Baker. Il faut aller aux Milandes pour visiter, la demeure et pour se souvenir de cette très grande dame du cabaret, du music hall et d'une façon plus générale du XXe siècle.